Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 20 février. L'ADN masculin mêlé au sang qui a servi pour écrire Omar m'a tué n'est pas celui d'Omar Haddad. Ce nouvel élément n'innocente cependant pas encore Omar Haddad. Ouverture du procès mettant en cause un système d'escroquerie dans le quartier parisien du Confection du Sentier. Il y a 124 prévenus. Sauf-conduit de 8 jours pour tous les naufragés kurdes échoués sur les côtes varoises samedi. Enquête dans ce journal en Turquie sur l'un des points de départ des clandestins. L'Organisation mondiale de la santé accuse l'industrie des vins et de l'alcool de mettre en danger la vie des jeunes. Plus d'un jeune sur deux a déjà été ivre à 16 ans. Reportage dans l'Ariège. Nouvelle alerte au changement climatique sur Terre. C'est un véritable scénario catastrophe pour les décennies à venir qu'annoncent des experts de l'ONU. Cinéma, sortie demain du film Barney et ses petites contrariétés de Bruno Chiche avec Fabrice Lucchini, Nathalie Baye et Marie Gillin. Omar Haddad, condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal, commis en juin 91 à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, pourrait peut-être bénéficier des éléments d'une nouvelle expertise scientifique, confirmant que l'ADN masculin mêlé au sang de la victime pour écrire Omar m'a tué n'est pas celui d'Omar Haddad. Commentaire Pascal Doucet-Bon. Omar m'a tué. Ces quelques mots écrits avec le sang de Ghislaine Marchal viennent de livrer un de leurs derniers secrets. Les scientifiques de la police avaient détecté un ADN masculin mélangé au sang de la victime. 3 tests ont été effectués. 2 d'entre eux indiquent que les traces d'ADN n'appartiennent pas à Omar Haddad. Les résultats du 3e test ne sont pas encore connus. La police scientifique parisienne remettra ses conclusions à la justice en début de semaine prochaine. Alors de qui proviennent ces fameuses traces, de salive ou de sueur, mélangées au sang de la victime ? Les experts n'ont pas la réponse. Pas plus qu'ils ne savent à quel moment elles ont été déposées sur la porte. Avant ou pendant le meurtre, après, lors des multiples manipulations. Personne ne le sait pour l'instant. Alors ce soir, une seule chose est sûre. L'analyse n'accuse pas Omar Haddad. Elle ne le disculpe pas pour autant. L'homme a été condamné à 18 ans de prison par la cour d'assises de Nice en 1994 avant d'être partiellement gracié par le président de la République. Il a toujours clamé son innocence. Depuis, ses avocats se battent pour l'ouverture d'un procès en révision. Les résultats d'analyse constituent-ils un élément nouveau pour la Cour de cassation? Rien n'est moins sûr. Les magistrats devraient prendre leur décision au printemps. C'est un procès de masse qui s'est ouvert dans un lieu spécialement aménagé au tribunal de Paris. Il s'agit du dossier d'un large système d'escroquerie qui avait cours dans le quartier du Sentier, ce quartier de la confection parisienne. Il y a une trentaine de parties civiles et 124 personnes prévenues. Compte rendu de la première audience, Thierry Curtet avec Jean-Yves Blanc. Une grand-messe judiciaire. Un sentiment partagé par toutes les parties prenantes de ce procès fleuve qui s'ouvre aujourd'hui. Des dizaines de banques ou d'assurances victimes, une centaine d'avocats, 124 prévenus qui comparaîtront durant 10 semaines. Le dossier compte 45 000 pages. Il a été numérisé sur 5 CD-ROM pour le rendre plus accessible. Aucune salle du palais de justice de Paris ne pouvait accueillir de telles audiences. Il a fallu en construire une, tout exprès. Coût 3 millions de francs. Les avocats des prévenus se disent choqués par cette justice qu'ils jugent spectaculaire. Comme une escroquerie intellectuelle. L'escroquerie n'est pas là où on croit qu'elle est. C'est-à-dire qu'on a voulu faire croire au peuple qu'il y avait un réseau unique d'escrocs qui avaient décidé dans le cadre d'une fantomatique opération planter les banques de les planter. C'est totalement faux. C'est une succession de toutes petites affaires assez minables. Il n'est pas possible, effectivement, d'agglomérer comme ça différentes affaires et de faire une gigantesque affaire, parce qu'effectivement, la mode, c'est au blanchiment. Il y a un an, la mode, c'est au terrorisme. Donc, on fait des procès à la symbolique qui me paraît détestable et qui rappelle des mauvais souvenirs et à l'efficacité nulle. Mais ce choix délibéré est assumé par le parquet et les avocats des parties civiles. Pour Maître Bossier, défenseur de 14 banques qui s'estiment escroquées, il y a bien un réseau, des méthodes communes, d'où la nécessité de juger tout le monde en même temps. Mais toutes les parties présentes se retrouvent sur un point, il manque 13 personnes à l'appel aujourd'hui. Elles sont en fuite en Israël où elles ont pris la nationalité israélienne. Les cerveaux de cette affaire ne seront donc pas jugés. Et lors de l'instruction de cette affaire, les enquêteurs ont mis en évidence plusieurs réseaux d'escroquerie distincts en évaluant à 540 millions de francs le préjudice des banques, organismes financiers et compagnies d'assurance. Explication avec l'enquête de Zindine Boudaoud et Bernard Connor. Les apparences sont trompeuses. Cette descente de police dans le quartier du Sentier il y a 3 ans n'est pas l'aspect le plus spectaculaire du dossier. Près de 200 personnes sont interpellées, 124 sont renvoyées devant le tribunal poursuivies pour une escroquerie monumentale.
540 millions de francs détournés des caisses d'une trentaine de banques. Pour la police, c'est bien le casse du siècle. Quel système a permis cette arnaque supposée? L'effet de complaisance, plus communément appelé la cavalerie. En voici un exemple. Un commerce passe une commande fictive de tissu à son voisin. Une traite à 90 jours est établie entre les deux, puis présentée à une banque. Celle-ci escompte la traite, c'est-à-dire qu'elle avance l'argent. À l'échéance de la traite, la banque réclame son dû, mais ce jour-là, il n'y a plus personne. Dans l'affaire du Sentier, plus de 700 sociétés auraient goûté au charme lucratif de ce système de cavalerie. Parce qu'effectivement, les sociétés vont déposer les bilans, l'argent va disparaître à l'étranger, et la plupart des têtes de réseau partent à l'étranger et font aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt international. Les juges se pencheront donc aussi sur les circuits de blanchiment d'argent identifiés par l'instruction. Quant aux 34 établissements bancaires partie civile, ils entendent obtenir réparation. La vie politique lyonnaise de Raymond Barre s'est achevée hier lors de la dernière séance du conseil municipal qu'il présidait depuis 1995. Pour l'ancien Premier ministre, c'était à la fois, a-t-il dit, ordinaire et extraordinaire. Récit Alban Mikosi et Thierry Simonet. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais le montrer quand même. C'est un très joli tableau. Les élus lyonnais l'ont offert à Raymond Barre en souvenir de ses 6 ans passés à la tête de la ville. Épilogue d'un conseil municipal que le maire de Lyon voulait efficace, quitte à user une fois de plus de son autorité goguenarde. Quel que soit le plaisir que nous ayons d'être photographiés sous toutes les coutures, nous souhaitons pouvoir travailler dans le calme. 300 dossiers à étudier et peu à peu l'ordre du jour qui laisse place au consensus et aux remerciements. Je tiens à vous dire que nous avons apprécié la façon dont vous avez conduit les débats de ce Conseil. Je veux dire simplement ici d'abord qu'après que Gérard Collomb ait dit sa fierté d'avoir fait partie d'une opposition constructive, que moi je suis content d'avoir fait partie d'une majorité de construction. Âgé de 77 ans, Raymond Barre s'en va progressivement. Pour 1 an, il est encore député. Il se consacrera ensuite à divers clubs de réflexion avec à ses yeux la conscience du devoir accompli. Je me dis, que voulez-vous, ça fait tellement longtemps que je travaille, bravo, la quille est arrivée. Dans 3 semaines, les Lyonnais lui désigneront un successeur lors d'un scrutin qui s'annonce très serré. Élections municipales et cantonales des 11 et 18 mars prochains. Ce soir, Arnaud Boutet et Olivier Robert rapportent les éléments de l'affrontement politique dans la ville du Mans, dans la Sarthe, où il s'agit de remplacer le maire sortant, Robert Jarry, qui vient d'accomplir 24 ans de mandat. Il y a des images qui collent à une ville. Un virage, cette ligne droite, c'est le Mans, les 24 heures. La campagne électorale ressemble-t-elle à la fameuse course? À gauche, la réponse est non. Au musée de l'Auto, le candidat socialiste préfère les vieilles bolées construites au Mans. L'histoire industrielle par opposition à la compétition. Le candidat de la droite se reconnaît plus volontiers dans les bolides. Il aime la vitesse, les voitures rondeaux et sa liste prône le changement. Pour remplacer le maire sortant qui ne se représente pas devant les électeurs, les 2 hommes affichent donc 2 styles très différents. Il faut avoir les meilleurs atouts possibles. Il faut convaincre également aussi ses concitoyens et c'est en ça qu'on peut comparer cette élection à une compétition, à une course. Et bien sûr, l'essentiel c'est de gagner. Un bilan, ça s'apprécie dans le temps. Un projet, ça s'apprécie également dans le temps. Il faut que la dimension temps et endurance est certainement un critère de choix. Qui siégera à la place de Robert Jarry? Maire depuis 24 ans, l'ancien communiste exclu du PC en 1989 a transformé puis équipé cette ville ouvrière. À 1 heure de Paris par le TGV, Le Mans offre l'image d'une grande ville calme, loin de la folie des 24 heures. Idem pour cette campagne. Jean-Claude Boulard la veut simple et efficace. L'héritier de Robert Jarry a patiemment attendu son heure. Aujourd'hui, cet énarque s'invite chez les particuliers pour défendre le bilan du maire. Autour d'un verre de rouge, la conversation porte sur des problèmes très concrets. Vous savez, quand vous avez une plaque d'égout qui est mal vissée, que toutes les nuits, ça claque, pour la personne, c'est son principal problème. Donc répondre à des questions aussi simples de vie quotidienne, ça fait partie aujourd'hui de l'aspiration des gens. Dans cette ville grande comme Lyon, avec 10 fois moins d'habitants, l'ombre du maire sortant plane sur la campagne. Sur les marchés, Jean-Marie Jeuveau sourit lorsqu'on l'appelle le Jarry de la droite. L'ancien agent des mutuelles du Mans revendique la même politique de proximité. Mais ce n'est pas tout.
Il veut également attirer de nouvelles entreprises. Nous avons beaucoup de retard et il faut que justement on mette l'accélérateur, le turbo sur l'implantation d'entreprises. Il y a des secteurs aujourd'hui où on ne trouve pas d'emploi. C'est le secteur des services qui n'est pas assez développé. C'est le secteur des nouvelles technologies qu'il faut absolument faire venir sur le Mans. Les listes FN et lutte ouvrière pourraient entrer dans la course. Dans les semaines qui viennent, le rythme devrait s'accélérer. Sur la route de l'hôtel de ville, la bataille s'annonce serrée. Le ministère de l'Intérieur vient de décider d'accorder à tous les naufragés kurdes du cargo échoué samedi sur les côtes varoises un sauf-conduit de 8 jours. C'est-à-dire qu'ils sont libres de se rendre là où ils veulent sur le territoire français. Ce délai doit permettre aux réfugiés kurdes de déposer une demande d'asile auprès des préfectures. Aujourd'hui, Madame Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France Liberté, estimait sur place que la grande sagesse serait de relâcher tous les Kurdes. Pour obtenir protection et asile politique, ces réfugiés kurdes devront être entendus par les officiers instructeurs de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Explication avec ce reportage de Gilles Marinet et Cyril Paquet. Cette femme peut accorder ou refuser le droit d'asile. Elle est l'un des 120 agents de l'OFPRA à trancher sur les dossiers. Si la réponse est positive, donc vous aurez le statut de réfugié, donc il n'y a aucun problème. Si la réponse est négative, vous avez 1 mois pour faire un recours devant la commission. D'accord. Ces fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ne mènent pas d'enquête. Ils disposent rarement de preuves fournies par les réfugiés. Ils doivent se forger une intime conviction en écoutant des histoires terribles, comme celle de cette jeune Congolaise. J'avais subi des menaces. Des menaces. J'avais été agressée sexuellement et on avait tué mes neveux chez moi et on a brûlé ma maison. L'OFPRA existe depuis 1952. Le nombre de demandes d'asile évolue sans cesse. En 10 ans, il est passé de 60 000 à 17 000 pour remonter à près de 40 000. Les demandes d'asile accordées, elles, sont en chute libre, 77% à 19%, notamment parce que les réfugiés doivent faire la preuve qu'ils sont menacés personnellement. Il faut que cette persécution qui peut, disons, toucher plus ou moins largement un groupe ou une communauté, ou soit censée toucher un groupe ou une communauté, il faut qu'elle ait des effets, je dirais, sur le demandeur lui-même. Il faut que le demandeur lui-même ait des craintes personnalisées, c'est-à-dire qu'il ait quelque chose à dire en tant que personne, en tant que monsieur un tel ou madame un tel. Tous les naufragés kurdes viennent d'obtenir un sauf-conduit de 8 jours en France. Ils pourront donc présenter une demande d'asile à l'OFPRA. Une partie de ces clandestins kurdes échoués près de Saint-Raphaël viendraient de Syrie et non d'Irak. Nos envoyés spéciaux Pascal Golomer et Gilles Jacquet se sont rendus dans l'un des nombreux points de passage près de la frontière syrienne, en Turquie, à Eskenderun. Nulle trace des Kurdes actuellement en France, mais en revanche beaucoup de témoignages sur le départ de tout un circuit d'immigration. Trop de pluie, trop de vent. Les bateaux sont pour la plupart restés au port aujourd'hui. Et les pêcheurs d'Iskenderun ont un peu plus de temps que d'habitude pour évoquer toutes ces histoires de réfugiés kurdes partis en clandestin vers l'Europe. Nous sommes ici à quelques kilomètres de la frontière avec la Syrie, au bord de la Méditerranée, un lieu de transit parmi d'autres, en toute discrétion. Bien sûr que ces bateaux sont intéressants pour les clandestins, parce qu'une fois à bord, tout le monde pensera que ce sont des pêcheurs. Et ensuite, ils peuvent embarquer sur des bateaux plus grands et partir pour l'Europe. À chacun son histoire ou sa rumeur. Mais personne n'a entendu parler ici du passage récent de plusieurs centaines de réfugiés. Il y a quelque temps, il y a eu 400 réfugiés interpellés. Ils attendaient un bateau caché dans un entrepôt tout proche du port. Mais c'était il y a 6 mois à peu près. La ville abrite une forte communauté kurde, 20 000 personnes, 10% de la population. Eux sont arrivés ici comme bien d'autres dans les années 80, lorsque le Kurdistan, à l'est de la Turquie, était en guerre avec le pouvoir central d'Ankara. Ils s'y sont installés. Certains de leurs amis ont préféré immigrer. C'est possible pour quelqu'un qui veut quitter le pays de partir. Il suffit de payer 15 000 à 20 000 francs à un trafiquant. Mais s'il le fait, c'est contraint et forcé, parce qu'il ne peut plus vivre ici. Des filières très organisées avec parfois la complicité des autorités. C'est ce qu'affirment les militants du seul parti politique légal qui défend aujourd'hui en Turquie la cause des Kurdes. Si les trafiquants organisent ces filières, c'est pour gagner de l'argent. Et pour y parvenir, ils doivent sûrement entrer en contact avec les autorités. Et ils sont prêts à leur verser de l'argent pour que les réfugiés quittent le pays sans problème.
Des autorités très discrètes aujourd'hui à Iskenderun. Les gardes-côtes n'avaient aucun commentaire à nous faire et le gouverneur de la région était absent. Seule déclaration officielle, elle est signée aujourd'hui de la police turque. Dans un communiqué, elle affirme que les clandestins échoués en France le week-end dernier ne sont jamais partis de Turquie. Certes, le navire a bien fait escale dans un port proche de celui d'Iskenderun, à Mersin, le 16 janvier dernier, mais les gardes-côtes n'ont rien remarqué de suspect et ont accompagné le navire jusqu'aux limites des eaux territoriales, le navire qui a ensuite mis le cap sur le port syrien de Latakia. Je vous prie de nous excuser pour la mauvaise qualité de cette transmission. Faute de se faire entendre par les responsables politiques de la plupart des pays du monde, les experts scientifiques multiplient les alertes et les scénarios catastrophes à propos du réchauffement de la Terre. Dans les décennies à venir, les catastrophes naturelles pourraient être de plus en plus importantes. Commentaire Agnès Monteux avec Hélène Bering. Moins 50 degrés en Mongolie depuis plus de 4 mois. 1 million d'animaux sont morts de froid et 300 000 Mongols risquent la famine. Dans d'autres régions, notamment en Afrique, c'est la sécheresse qui menace les populations, des sécheresses qui se multiplieront au cours du XXIe siècle. Le climat change de plus en plus brutalement. La fonte des glaciers au pôle sud en est le principal témoignage. Ce glacier a perdu 10 mètres de hauteur en 7 ans. Les experts internationaux scrutent le climat depuis 10 ans. Ils prévoient une augmentation de 2 à 6 degrés d'ici un siècle, avec des conséquences d'avenir extrêmes. Multiplication des tempêtes et des ouragans, et surtout augmentation des inondations en Afrique et en Asie. Les pays les moins développés souffriront le plus du réchauffement climatique. Depuis 10 ans, les conférences se multiplient. Quelques décisions pour limiter les gaz à effet de serre ont été prises à Kyoto, au Japon, mais encore faudrait-il qu'elles soient appliquées. Pour l'instant, tout le monde cherche à faire comment il pourrait faire pour essayer en pratique de ne pas tenir les engagements qu'il a pris avec Kyoto. Et donc c'est quand même un petit peu décevant, c'est vrai. Dès la semaine prochaine, les experts proposeront des solutions pour limiter le réchauffement. Des solutions que les États connaissent déjà, par exemple le développement des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui en France, les éoliennes et les capteurs solaires produisent à peine 1% de l'électricité. Grand froid, inondations dans certaines zones, terrible sécheresse dans d'autres, les effets climatiques conduisent à des mesures particulières, notamment en Afrique où il s'agit d'utiliser au mieux le bois. Ainsi au Niger, c'est l'armée qui surveille les maigres ressources forestières afin qu'elles soient le plus justement utilisées, comme le préconisent des scientifiques français du Centre international de recherche agronomique pour le développement. Voyez le reportage au Niger de Romuald Bonan et Guillaume Fautra. Ces hommes en armes sont en mission de protection, chargés de surveiller l'une des dernières ressources du pays, le bois mort, si précieux ici. Nous sommes dans l'un des 2 pays les plus pauvres de la planète. La lutte contre le pillage du bois est devenue une priorité nationale au Niger. Sur le terrain, seuls les bûcherons dûment patentés sont autorisés. Dans le cas contraire, la chasse aux fraudeurs est ouverte. Parfois, sur simple délation de quelques villageois, les voleurs, comme cet homme, sont arrêtés et poursuivis en justice. Les populations de Mosipaga étaient parties se plaindre, comme quoi, en tout cas, il y a quelqu'un, un bûcheron, qui quitte dans un territoire voisin pour venir exploiter leur bois. Le bois, c'est leur seul cadeau de la nature. Eh bien, même cette maigre ressource, les villageois en étaient dépossédés jusque-là, sans pouvoir s'y opposer, pillés par des sociétés privées alimentées par de petits voleurs. Mais la loi vient de changer. Chaque village s'est vu confier la gestion de cette ressource sur son territoire. À Tientiargou, c'est Soumana qui en a la responsabilité, avec 2 objectifs, mieux former les bûcherons pour lutter contre la déforestation et aussi apporter de nouveaux revenus dans la brousse. La vente du bois, on a vu vraiment dans notre village, lorsqu'on a commencé la vente, tout le monde est tellement content. J'ai un trésor maintenant, oui. Grâce au bois, ce petit village a recueilli 60 000 francs l'an passé. De l'argent qui a permis d'entretenir les puits, de construire une infirmerie ou encore d'acheter du bétail et des vaccins. L'argent du bois qui fait aussi le bonheur de l'État grâce au prélèvement de nouvelles taxes. Une loi qui a aussi des vertus écologiques. Pour éviter d'avoir à replanter un jour des forêts à coût de millions de dollars, des forêts dévorées par l'agriculture, des quotas et des périodes de coupe ont été imposés.
Une méthode d'aide au développement mise au point par des chercheurs français du CIRAD. Des scientifiques qui n'ont pas hésité à remettre en cause des idées reçues sur la préservation des forêts. Que l'on le veuille ou pas, les gens vont rentrer coupés. Donc l'idéal, et c'est la stratégie qu'on a adoptée, c'est de dire, ok, vous rentrez dans les forêts, vous pouvez couper avec des critères, avec des normes, suivant des principes, et puis de développer une filière économique en aval qui leur permet de comprendre qu'effectivement le bois leur apporte des revenus et que ces revenus ils peuvent les réinvestir dans la forêt, etc., etc., etc. Cette nouvelle donne a aussi ralenti considérablement l'exode des villageois les plus pauvres vers les villes. Après le Niger, le travail de ces scientifiques va continuer dans d'autres pays d'Afrique avec toujours la même recette, aider les gens à comprendre qu'ils disposent de richesses insoupçonnées à portée de la main. Au Salon de l'Agriculture à Paris, la ministre de l'Environnement Dominique Voynet souhaitait aujourd'hui que l'on restaure la confiance entre producteurs et consommateurs. Des producteurs qui sont encore très peu à utiliser de nouvelles technologies. On appelle ça l'agriculture de précision. Exemple avec le reportage dans l'Aisne d'Éric Mézy et Rémi Poissonnier. Dans le nord du département de l'Aisne, les cultures s'étendent à perte de vue. Ça, c'est l'antenne du GPS, donc qui est reliée au satellite. Ça, c'est le carnet de terrain qui va servir à recueillir toutes les données. Depuis qu'il a investi dans du matériel de positionnement par satellite, ce céréalier passe presque plus de temps sur son quad que sur son tracteur. Chaque jour, il établit pour des clients, des autres agriculteurs, des relevés de leurs champs. Car quand on possède une ferme de plus de 1000 hectares, il ne faut oublier aucune parcelle. Chaque mètre carré compte, car il donne droit à des primes. Sur son site internet consacré à l'agriculture de précision, Jean-Paul Plume explique que grâce aux satellites et à l'électronique, il dose mieux les quantités de pesticides et d'engrais dans les champs. On va résumer l'agriculture de précision de la façon suivante. La bonne dose, au bon endroit, au bon moment. Pour ce faire, Jean-Paul a programmé dans un ordinateur de bord un relevé détaillé de ses champs. Il y est précisé mètre par mètre la qualité de la terre. Cet ordinateur de bord est relié à des satellites qui donnent la position exacte du tracteur. Au signal, le cerveau électronique délivre la quantité nécessaire d'engrais. Beaucoup quand la terre a un faible rendement, moins si elle est de bonne qualité. Pour l'instant, ils ne sont qu'une centaine à avoir investi 150 000 francs dans ce matériel. Quelques pionniers à être certains que ces techniques ne les coupent pas de la nature. On ne perd pas du tout de contact. Au contraire, on apprend à mieux connaître encore son sol, mieux connaître sa terre et à répondre à ses exigences. Pour Greenpeace, les sommes dépensées à la mise au point de ce matériel seraient plus utiles à un autre type de recherche. Je suis certain que la recherche scientifique permettrait de développer une agriculture biologique beaucoup plus productive qu'elle ne l'est aujourd'hui et qui n'aurait pas tous ces inconvénients à la fois de pollution et surtout de perte de savoir traditionnel. Parce que si le paysan devient un ouvrier spécialisé et que quelque chose de nouveau apparaît, un froid anormal ou autre chose, il va devenir complètement impuissant. Jean-Paul l'avoue lui-même, le GPS ne lui a pas fait gagner d'argent, mais il en est sûr. Quand tout le monde devra s'y mettre, lui, il sera déjà prêt. Le tribunal correctionnel de Rochefort a prononcé la relaxe des 2 prévenus du naufrage de la Cotinière. C'était en août 1996. Ce naufrage avait provoqué la mort de 10 personnes. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier une étude sur l'alcool et les jeunes dans les pays européens. Les garçons sont plus nombreux à consommer de l'alcool que les filles. La France n'est pas dans la pire des situations, au contraire du Danemark, de la Finlande ou encore de l'Angleterre. Jean-Daniel Flezaki et Rémi Poissonnier ont cependant pu constater à Foix, dans l'Ariège, que la nécessité de la prévention contre l'alcool n'était pas un vain mot dans les milieux jeunes. Aujourd'hui, après le déjeuner, les apprentis en formation à Foix ont eu droit à l'alcool. Non pas sous forme de boisson, mais plutôt de discussion. À 16-18 ans, ces futurs maçons, cuisiniers ou mécanos prêtent déjà un rôle très particulier à l'alcool. C'est comme la cigarette, c'est comme tout, quoi. On essaye toujours par rapport pour faire comme tout le monde, quoi. Ouais. Ça commence comme ça, toujours. Boire pour faire comme les autres. Boire des produits fortement dosés en alcool, comme l'a constaté autour de lui, ce jeune cuisinier. C'est alcool, c'est-à-dire, je sais pas, martini, un truc comme ça. Bon, la bière, on laisse un petit peu de côté, mais on en prend quand même. C'est les alcools plus forts. Les alcools forts, pour se rendre intéressant, pour jouer au plus fort. On boit et malgré tout, on peut aussi parfois choisir de conduire. J'avais pris une bourre et puis comme j'étais tout seul, j'ai pris la voiture. Et comme j'étais un peu loin. Et vous le referiez ça? Oui, pourquoi pas. La route et l'abus d'alcool. Les jeunes paient à ce cocktail un très lourd tribut. Et c'est sans doute dans l'atelier de mécanique auto qu'on est à même de mieux mesurer les dégâts.
passe pas des mois sans qu'on me dise, tiens, tu te souviens, un tel, il a eu un accident de la route. Et je l'ai vu ici, j'en ai vu des dizaines et des dizaines comme ça qui ont disparu sur la route à cause de l'alcool. Le dernier en date, c'était un apprenti qui était encore en activité avec nous. Et, au moment du réveillon, l'année passée. Voilà, au mois de janvier, on a continué sans lui. Pendant ce temps, la réunion continue. Les jeunes découvrent avec surprise qu'un verre de bière contient autant d'alcool qu'un verre de pastis ou de whisky. Une information que ne leur donneront jamais les fabricants d'alcool, pour qui les jeunes sont un marché en pleine expansion. On consomme de moins en moins d'alcool au niveau du citoyen français. Donc il faut bien se raccrocher ailleurs. Et il faut bien essayer de trouver des parts de marché ailleurs. Donc c'est vrai que la jeunesse est peut-être une part de marché plus facile à attraper qu'une autre. L'abus d'alcool est impliqué dans un quart des décès des 16-25 ans. Les 7000 salariés du groupe Air Liberté, AOM et Air Littoral, très inquiets pour leur avenir. Ils ont rencontré leur nouveau président Marc Rochet, mais on évoque toujours, à mots couverts, un démantèlement du groupe. Reportage Elisabeth Bonnet et Daniel Lévy. Il vient à peine d'être nommé à la tête d'AOM, Air Liberté, Air Littoral, que déjà Marc Rochet annonce de mauvaises nouvelles. Les syndicats le savent, ce comité d'entreprise extraordinaire risque de sonner le glas d'un groupe aérien à la dérive. Hier, dans un communiqué, Marc Rochet annonce « Les pertes du groupe en 2000 sont supérieures à 2,5 milliards de francs ». Et il ajoute « La vérité m'oblige à vous dire qu'à ce jour, j'ignore si cette entreprise peut être sauvée. Les 6000 salariés, eux, s'attendent désormais au pire ». Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise est en dépôt de bilan, et je crois qu'aujourd'hui, on est en situation de dépôt de bilan, que les actionnaires la soutiennent encore un petit peu, mais pour mieux partir demain sur la pointe des pieds et proprement. Il y a 8 mois encore, les salariés de l'entreprise se prenaient à rêver. À l'époque, le nouveau propriétaire, le Suisse SR Group, leur promettait une place de second groupe aérien derrière Air France. Même le patron du MEDEF, Ernest Antoine Sellière, actionnaire du groupe par le biais d'une de ses sociétés, y croyait. Mais la concurrence est rude. En voulant casser les prix, le groupe casse sa rentabilité. Pour un Paris-Bordeaux à 596 francs sur Air Liberté, la compagnie perd 452 francs. Aux yeux des spécialistes, les dirigeants se sont lourdement trompés de stratégie. Résultat, le deuxième pôle aérien français, aujourd'hui, non seulement est plombé par des déficits accumulés dans le passé, mais également il est pris en tenaille par une compagnie Air France qui est en pleine forme et une SNCF largement subventionnée qui a déclaré la guerre au transport aérien en France. Le président du groupe, Marc Rochet, a proposé un plan de sauvetage. Il veut supprimer les lignes les moins rentables et fusionner AOM et Air Liberté. Un plan de la dernière chance pour éviter la faillite et la reprise par son principal concurrent, le groupe Air France. À Moscou, le président Poutine veut mettre au pas le groupe de presse Mediamost et la chaîne de télévision privée NTV. Le magnat de ce groupe de presse, Vladimir Goussinski, est actuellement en résidence surveillée en Espagne sur la foi d'un mandat d'amener des autorités russes qui l'accusent de fraude. Et Vladimir Poutine veut surtout mettre au pas la chaîne de télévision qu'il juge beaucoup trop indépendante. Elle a beaucoup trop parlé de la Tchétchénie. Reportage Dominique Derda et Franck Brisset. Dans le paysage audiovisuel russe, le Kremlin de plus en plus fait la neige et le beau temps. La télévision publique est vite redevenue la voix de son maître et autour d'NTV, la chaîne indépendante, le climat ces derniers mois s'est brusquement rafraîchi. Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, le parquet et son bras armé, la police fiscale, multiplient les descentes musclées, les perquisitions, les interrogatoires au siège de Mediamost, le groupe de presse privé dont NTV est le fleuron. Compte bloqué, arrestation du directeur financier. Officiellement, il ne s'agit pas bien entendu d'une affaire politique, mais d'une vaste enquête pour escroquerie ouverte contre le richissime fondateur et dirigeant du groupe, Vladimir Goussinski. Assigné à résidence en Espagne sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice russe, Goussinski est un ancien metteur en scène de théâtre devenu durant le règne de Boris Yeltsin l'un des puissants oligarques qui en 1996 firent réélire le premier président de Russie. Mais à la présidentielle de l'an dernier, Mediamost fait ouvertement campagne contre Poutine. Quand l'ex-agent du KGB prend ses fonctions au Kremlin, l'heure de la chasse aux sorcières a sonné. Depuis sa fondation en 1994, NTV a adopté un ton, un style, aux antipodes de ceux de la télévision d'État. Mais si sur la première ou la deuxième chaîne, le pouvoir peut imposer ses hommes et ses programmes, sur la chaîne privée, il lui fallait trouver d'autres moyens de pression.
C'est donc sur les comptes de Mediamos que s'est jeté le procureur avec la bénédiction tacite du président russe. Si on dit la vérité sur la corruption, si on dit la vérité sur la Tchétchénie, alors le gouvernement, le Kremlin, pense qu'il s'agit de la critique. Alors nous, on informe les gens. C'est tout. Cheval de Troie du Kremlin, Gazprom, le géant du gaz, détenu à 38% par l'État et qui s'était porté garant d'un prêt de 262 millions de dollars contracté par Mediamost. Déjà propriétaire à 46% de NTV, Gazprom réclame 19% de parts supplémentaires en échange de l'effacement de la dette. La prochaine assemblée des actionnaires aura lieu le 12 mars prochain. Si l'opération devait réussir, l'indépendance de NTV ne serait plus qu'un souvenir. Est-ce que dans le climat actuel, on est plus prudent dans ce qu'on dit quand on est présentatrice du journal d'NTV? Non, bien au contraire. On se sent plus libre encore qu'auparavant. Dans la guerre sans merci qui oppose Vladimir Poutine à Vladimir Goussinski, tous les coups sont permis et NTV ne se prive pas de ridiculiser chaque semaine davantage le président russe. On dit d'ailleurs que c'est en découvrant à la télévision sa marionnette qu'il s'est juré d'avoir la peau de ceux qui en tirent les ficelles. Sport, voile, dans le Vendée Globe, Catherine Chabot, actuellement en 7e position, a dématé la nuit dernière et elle s'est mise hors course délibérément. Elle pourrait maintenant rejoindre les côtes espagnoles. À la mi-journée, c'était Marc Tiercelin qui terminait enfin la course en 4e position. Il achevait aussi son dernier tour du monde en solitaire. Reportage au Sables d'Olonne, Christophe de Valambra et Alain Darigrand. La ligne d'arrivée, enfin. Marc Tiercelin boucle son tour du monde, près de 103 jours de mer. Il prend la 4e place de ce Vendée Globe, à 10 jours du vainqueur. Je tenais encore le bon bout, je dirais, jusqu'au poteau noir. Et puis là, il y a des différences de bateaux notables qui ont fait que j'étais relégué 4e. Et ensuite la météo, alors là, m'a fait un coup de tordu, quoi. Un vrai traquenard. Le traquenard météo, depuis 10 jours et jusqu'à la dernière minute, les derniers milles ce matin avant la ligne, pas de vent, ou un peu, mais mal orienté, un calvaire. Maintenant, c'est l'horreur. Et ceux derrière, moi j'ai mangé depuis les Açores. Mais au bout, il y a la récompense, un 3e tour du monde bouclé et l'hommage de la foule ce matin au Sables d'Olonne. Un hommage qui apaise un peu l'amertume de ne pas avoir fait encore mieux. C'était un de mes rêves d'arriver avec un ponton vierge de bateau. C'est pas le cas, il faut accepter, c'est le sport. Je ne l'ai pas encore digéré, mais je l'accepte. Bravo, ouais. Félicitations, super. Allez, Marc Tiercelin n'aura pas gagné son dernier Vendée Globe, mais il lui reste la gloire d'avoir terminé une seconde fois, et parmi les meilleurs, la course au large la plus dure au monde. Cinéma sorti demain sur les écrans de Barney et ses petites contrariétés, réalisé par Bruno Chiche. Barney, c'est Fabrice Lucchini qui a pour les besoins du film une femme, une maîtresse et un amant. Pascal Deschamps nous raconte le tout. En fait de petites contrariétés, c'est toute la vie de Barney Barniche qui pourrait bien basculer. Il faut dire que lorsque l'on a une femme, une maîtresse, plus un amant, on cherche le mal, surtout lorsque les illégitimes font irruption au domicile conjugal. Barney adore les surprises. En fait, À propos. Tout dans le film est énorme, on est loin du cinéma psychologique. Ici, la confusion des genres et des sentiments n'est qu'un prétexte à une débauche de quiproquos et de retournement de situation. L'ambition du film de Chiche, c'est d'essayer d'avoir ce que les comédies américaines avaient, c'est-à-dire, à la première seconde, on ne se pose plus de questions, on peut avaler. T'as pas avalé cette alliance, Margot? On peut avaler. C'est pas parce que c'est trop énorme, c'est simplement parce que, à la première seconde, on accepte, c'est comme ça, c'est bon. tu sais ce que ton ami vient de m'apprendre? Sorry. Ce n'est pas la première fois que Fabrice Lucchini fait rire à l'écran. Mais avec ce film, il sert une partition, une mécanique nouvelle, un comique de pur instinct qui manquait à son actif. Moi, j'adore tous les films comiques, je suis un fou du placard, je suis un fou de la vérité. Si je mens. Alors j'avais été voir Weber, et j'ai carrément été l'interrompre dans un théâtre, où j'ai aucune honte à le dire. J'étais presque à genoux, je me suis carrément mis à genoux devant Weber. J'ai dit, voilà, moi je veux tourner. Bon, et puis tout d'un coup, mon agent m'a dit, voilà un scénario. Je veux savoir quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous avez fait, où et comment, tu comprends? J'ai dû désintégrer la gueule, moi, à ce petit mec qui se tape ma femme pendant que je me crève le cul avec ses enculés de roast-beef. Chiche, c'est le nom du réalisateur, a atteint son but, on y rit beaucoup.
Les gens, ils vendent des trucs à la télé. On rit beaucoup, hein. Ils finissent les émissions en disant... On rit beaucoup. C'est vrai, je l'avoue, c'était pure paresse de ma part. Disons qu'on ne se tape pas sur le ventre, mais que Barney est plein de ces moments de pur régal qui font les comédies réussies. On a appris le décès du cinéaste, producteur, réalisateur américain Stanley Kramer, producteur du Train sifflera 3 fois notamment, où c'était des hommes, l'équipe est sauvage. Stanley Kramer, salué par le MRAP pour son combat contre le racisme, fut aussi le réalisateur de Devine qui vient dîner ce soir. Au lendemain de l'émotion unanime suscitée en France par la mort de Charles Trenet, à Narbonne, sa ville natale, les hommages ont été très nombreux. Beaucoup sont venus signer le livre ouvert à sa mémoire, avec parfois des intentions particulières. Reportage Véronique Gaglione et Françoise Mazou. J'ai écrit un petit poème pour Monsieur Charles Trenet. Vous pouvez nous le lire? Si vous voulez. Monsieur Charles Trenet, Narbonne est triste, elle pleure son artiste. La muse s'en est allée, ses paroles et ses ballets. Des mots, des émotions pleines et déliées, des mots d'anonyme, parfois juste un prénom, mais des mots qui se nouent autour d'un même hommage. Les gens se croisent sans se parler, ils ne veulent parler qu'à lui, sur le cahier. Qu'est-ce que vous avez envie de lui écrire maintenant? Que je me rappellerai toute ma vie le son de sa voix. Je garderai le souvenir d'un homme charmant, chaleureux, là, le peu de temps que je le voyais quand il venait là. Il le voyait quelquefois dans les rues de Narbonne, il n'osait jamais l'aborder. Et là, quelques fleurs, quelques mots, ils n'ont jamais été aussi près dans son jardin secret. J'aimais beaucoup Charles Trenet, que c'était l'alchimiste des mots, et que pour moi, il n'est pas mort, quoi. Ses chansons n'ont pas vieilli? Non, pas pour moi. J'ai toujours entendu ses chansons et j'aime beaucoup Charles Trenet. Continue à vivre. Charles Trenet avait horreur du passé. Il ne voulait pas que sa maison natale soit un musée, une prison des souvenirs où sa vie serait figée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Tout d'abord, l'ADN masculin mêlé au sang qui a servi pour écrire Omar Mattué n'est pas celui de Omar Haddad. Ce nouvel élément n'innocente cependant pas encore Omar Haddad. Il y a quelques instants, son avocat, M. Maître Vergès, estimait, lui, que c'était un premier pas vers la révision. L'ouverture du procès à Paris, dans une salle spéciale, mettant en cause un système d'escroquerie dans le quartier parisien de confection du Sentier. Il y a 124 prévenus. La météo, dans quelques secondes, vous sera présentée par Isabelle Martinet. Et puis, très tard, après On a tout essayé de Laurent Ruquier, vers 1h25, vous retrouverez Jean-Claude Renaud pour le dernier journal de la rédaction. Demain matin, à 7h50, les 4 vérités, Gérard Morin recevra Marc Blondel, secrétaire général de Force Ouvrière. À 13h, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir, merci.